Grace Pennington s'est accroupie près des hortensias, les mains enfoncées dans la terre humide et l'odeur du début du printemps s'accrochant à son gilet. Ses doigts tremblent légèrement lorsqu'elle ajuste une tige tombante, caressant sa base avec une tendresse exercée. Edward plaisanta en disant qu'elle s'occupait plus de ses fleurs que de lui, seulement parce qu'elles ne répondent pas, répondit-elle avec un sourire. Le calme du matin l'enveloppa comme un châle. Le soleil filtrait à travers l'érable, chaud pour un mois de mars, jetant une douce lumière dorée sur le chemin du jardin. Grace fredonna un air à moitié oublié de son enfance et s'appuya sur ses talons pour admirer son travail. Lorsqu'elle prit les ciseaux, son genou céda, une douleur aiguë lui traversa la jambe, et elle tomba sur le côté, atterrissant durement sur la dalle de pierre. Le ciel au-dessus d'elle roulait doucement, tandis que l'écume de mer s'enroulait autour des rochers. Elle resta un moment immobile, la joue froide contre la terre. Les pétales du pot de fleurs endommagé flottaient à côté d'elle. Son souffle devint court, non pas à cause de la douleur, mais parce qu'elle réalisait froidement qu'elle ne pouvait pas se relever seule. Mélanie répondit à l'appel dans les 15 minutes qui suivirent, troublée mais soucieuse de ne pas s'agenouiller dans son pantalon immaculé. Tran resta en arrière, tapotant sur le téléphone pendant que les ambulanciers hissaient Grace sur la civière. Les heures s'estompent, les lumières de l'hôpital, les évaluations, un long couloir rempli d'air antiseptique. Grace essaye de parler, mais ses mots semblent tomber dans l'oreille d'un sourd. Les médecins n'ont pas fait preuve de beaucoup d'empathie. « Nous avons trouvé une place pour toi, maman », dit Mélanie un après-midi, d'un ton inquiet et impatient. « Un endroit ?» répéta Grace. Quelque chose dans sa voix a craqué, mais Mélanie n'a pas bronché. « C'est plus sûr maintenant. Nous avons déjà tout signé. C'est mieux ainsi. » Alors qu'il l'emmenait en fauteuil roulant, Grace a aperçu une photo sur le téléphone de Mélanie. Jonas, les jambes recroquevillées sur le vieux canapé de Grace, un jus de fruits à la main, ses rideaux, ses murs. La pièce sentait légèrement l'antiseptique et la lavande, une tentative cruelle de réconfort. Grace était assise sur une chaise trop rembourrée, trop grande pour elle, et regardait la lumière passer à travers le rideau de dentelle, la fenêtre, juste hors de sa portée. 2 jours plus tôt, elle se souvenait de sa tasse de thé, un Earl Grey parfaitement infusé avec une touche de miel, dans sa cuisine jaune où le sol grinçait doucement sous ses pantoufles. Aujourd'hui, on lui sert une infusion tiède dans un gobelet en papier avec un couvercle en plastique étanche. Elle n'avait pas encore décidé si elle était plus offensée par le goût ou par le geste. Mélanie se tenait exactement à l'endroit où l'infirmière avait posé la coupe de fruits, avec un sourire peu affect, tueux et un regard fuyant et calculateur. « Maman, ce n'est que temporaire. Les médecins ont dit que tu serais plus en sécurité ici, » avait-elle dit, ponctuant chaque mot avec l'enjouement fragile d'un agent immobilier qui organise une journée porte ouverte. Grace n'était pas sénile. Sa hanche lui faisait mal et elle marchait lentement, certes, mais elle pouvait encore lire des inscriptions latines sans plisser les yeux et citer Sappho de mémoire. Cela n'a pas empêché Mélanie et Tran de parsemer leurs phrases d'expression telles que risque de chute et surveillance 24 heures sur 24, tissant subtilement un récit qui la réduisait à un handicap. Elle avait demandé ses livres, Mélanie en avait apporté 3, un roman léger, les mémoires d'une célébrité et un livre de coloriage pour se détendre. Aucun d'entre eux n'était le sien. Plus tard, alors qu'elle traçait les bords de la couverture crochetée au pied du lit, elle remarqua que son nom ne figurait pas sur les papiers de la chambre. Une vague douleur l'envahit. Non seulement pour la trahison, mais pour sa précision, la façon dont elle avait été planifiée, coordonnée, aseptisée. Elle regarda par la fenêtre et, pour la première fois depuis 2 jours, lâcha ce qu'elle n'avait murmuré que dans des éclairs d'autosatisfaction, qu'elle avait été enfermée, non pas pour sa protection, mais pour leur commodité. Et c'est peu être là que son histoire a recommencé. La photo est arrivée au crépuscule. Grace était assise à la fenêtre de la salle commune de la maison de retraite, une tasse de thé à la camomille à la main, et regardait la lumière abricot s'étendre dans le ciel. Elle ne s'attendait pas à recevoir un message de Mélanie. L'autorisation de téléphoner lui avait été retirée, contrôlée par le personnel et plus précisément par les manipulations juridiques de sa fille. Mais Lydia lui avait tendu silencieusement la tablette en murmurant « Un message est arrivé, je ne l'ai pas ouvert ». Grace toucha l'écran et le voilà, une image filtrée de Jonas allongé sur le canapé fleuri de la chambre d'Annie. Son canapé,
La légende disait « J'adore les nouveaux coussins, je redécore petit à petit, on se sent déjà chez soi ». Grace a regardé la photo, le cœur battant, puis lourd. La chambre d'amis avait été le bureau d'Edward, rempli de livres, de cartes, de photographies encadrées d'excursions et de dîners d'été. Les murs bleus hortensia étaient désormais cachés par une peinture blanche brillante. La bibliothèque est vide. Une couverture qu'il avait cousue à la main 2 hivers plus tôt servait désormais de cape de super-héros à Jonas. Il n'y avait pas de malice dans l'expression de Jonas, seulement de la joie. C'était la coupe la plus nette. « Tu crois que je ne sais pas ?» murmure-t-il à la photo. « Tu as déjà emménagé, n'est-ce pas ?» L'injustice a résonné profondément et silencieusement dans ses os. Mélanie n'avait pas appelé depuis des jours. Tran ne lui avait pas rendu visite une seule fois. Le faux souffle de sympathie qu'ils avaient eu en l'admettant ici n'était plus qu'un faux semblant. Une vieille femme, une jambe cassée. Facile de convaincre le système que j'étais devenue inutile. Fouillant dans la poche latérale de son gilet, Grace en sortit la note froissée de sa dernière rencontre avec Mark. Un nom, Madison Housing Trust. Une date, un plan, qu'ils fassent leur thé sous mon toit, murmure-t-elle à voix basse, mais ils ne trouveront jamais l'acte de propriété de la chambre d'amis. Il plia la tablette, la rendit à Lydia et posa délicatement ses doigts sur ses genoux. « Laissez les fantômes se taire, » dit-elle doucement. Les lumières du couloir ronronnaient faiblement, jetant des halos laiteux sur le sol ciré, tandis que Grace marchait silencieusement dans ses pantoufles. Son gilet pendait mollement sur ses épaules, brouillant sa silhouette dans la pénombre beige de la maison de retraite. À côté d'elle, Lydia marchait nonchalamment, son presse-papier rangé sous un bras et son badge plastifié se balançant légèrement au bout d'un cordon. Elles n'ont rien dit. Elle n'en avait pas besoin. Le bureau du personnel était sombre et fermé à clé, mais Lydia sortit une clé de la poche latérale de son pantalon de laboratoire et la glissa soigneusement dans la porte. Grace hésita avant de la suivre. L'odeur de café brûlé persistait, dominée par le goût stérile du désinfectant. Le bourdonnement de vieux ordinateurs et le tic-tac d'une horloge poussiéreuse étaient les seuls signes de vie. Lydia fouilla dans un tiroir et sortit le combiné du téléphone fixe. « La ligne 2 est privée », chuchote-t-elle en appuyant sur le bouton et en le tendant à Grace avec précaution, comme s'il s'agissait de quelque chose de sacré et d'ancien. Grace prit le téléphone à 2 mains, ses doigts tremblant à peine. « Merci » murmure-t-elle. Elle compose le numéro de mémoire, une sonnerie, 2, une 3e, et puis Mark Hammond. Pendant un instant, Grace est incapable de parler. Le son de sa voix se heurtait à l'émotion qui gonflait dans sa poitrine. Elle déglutit. « Mark, c'est Grace. Pennington. » Une pause sur la ligne. Grace. Son ton est devenu alerte, puis chaleureux. « Tu vas bien ?»« Non, » dit-elle simplement. « Mais ça ira. Je dois savoir si la maison m'appartient toujours. » Nouvelle pause de silence. « Oui, » dit-il enfin. « Légalement, aucun transfert n'a été effectué. Vous avez toujours tous les droits. Pourquoi ?» Grace ferma lentement les yeux. Une lente inspiration. « Parce que je vais le vendre. » Ohne Pause Halle Tante. Tu n'es pas prête pour la guerre, Grace. Grace regarda à travers la pièce, faiblement éclairée, son regard se durcissant comme une lame refroidissant dans l'eau. Je ne vais pas à la guerre, Mark. Grace était assise sous la lueur pâle de la fenêtre, son châle soigneusement plié autour de ses épaules, ses taches silencieuses se mêlant au bourdonnement du couloir. Sur ses genoux reposait un carnet usé dont les pages crème étaient légèrement tachées par les coins de la mémoire. La plume tremblait légèrement entre ses doigts, tandis qu'elle écrivait, non pas à cause de l'âge, mais par conviction. Lydia frappa une fois légèrement, puis entra, refermant la porte derrière elle comme un murmure. « Il y a un superviseur de service ce soir. »« J'ai vérifié, il n'y a pas d'équipe avant 2 heures. »« Merci, ma chère, » murmure Grace, la voix basse mais claire comme du cristal. Elle tendit l'enveloppe à Lydia. À l'intérieur se trouvaient des copies des baux, la lettre pour la taxe d'habitation et les relevés d'entretien qu'elle avait dictés de mémoire à Marc au téléphone. Chaque détail prouverait sa présence, même en son absence. Une trace. La vérité déguisée en document. Les doigts de Lydia effleurent l'enveloppe. Ils ne savent vraiment pas. Le sourire de Grace était subtil. Ils pensent que je me lis des contes de fées dans l'aile du jardin. Laisse-les faire. Dehors, une branche tapait sur la fenêtre.
avec insistance, comme si Edward passait par là. Ses pensées se tournèrent vers lui, tandis que la cadence de sa voix résonnait faiblement. Le pouvoir ne rugit pas toujours. Il attend, il se rassemble. « Je pensais qu'il m'aimait, » dit soudain Grace. Comme les mères pensent que leur fille m'aime. Mais l'amour n'abandonne pas. Lydia s'assit doucement à côté d'elle. « Ce que tu fais demande plus de courage que la colère n'en demande. » Grace acquiesça une fois, avec le poids de 72 hivers derrière elle. À ce moment-là, quelqu'un rit trop fort dans le couloir de façon dérangeante et méprisante. L'illusion de la paix pastorale se fissura sur ses bords, mais Grace se concentra. La maison était presque vendue. Les fonds avaient été canalisés vers le stockage. Trent apprendrait que le sens pratique a un prix. Mélanie serait confrontée à un héritage qu'elle ne pourrait pas contrôler. Grace apposa la dernière signature sur un nouveau document. L'encre saignait fermement et patiemment. D'une main ferme, elle murmure « Ils ont pris ce qu'ils pensaient que je ne défendrais pas, mais je me suis souvenue de qui j'étais. » Et pour la première fois depuis des mois, elle s'est autorisée à se sentir puissante. Grace a évolué comme une horloge au cours de chaque journée passée dans l'établissement, se glissant dans le rôle qu'on lui avait assigné, docile, oubliable, fragile. Elle acquiesçait docilement pendant les séances de groupe, souriait avec raideur pendant les repas et se laissait emporter dans la salle commune pour des puzzles qu'elle touchait à peine. Mais derrière ses expressions délicates et ses mouvements lents, son esprit restait vif, marquant chaque tic-tac de l'horloge, non pas avec ennui, mais avec calcul. Il savait que les infirmières prenaient des notes complaisantes, passives, légère confusion, qu'il le croit, qu'il la considère comme une femme qui se ramollit. Lydia, toujours perspicace, commença à programmer ses airs, ondes pour qu'elles coïncident avec les heures creuses de Grace. Leurs échanges étaient silencieux, codés, un coup d'œil dans un couloir, un post-it plié dans une serviette de table, un mot de passe chuchoté qui déverrouillait l'ordinateur de l'établissement pendant l'équipe de nuit. Grace n'a jamais demandé à Lydia pourquoi elle l'aidait, peu être le savait-elle déjà, une force silencieuse en reconnaissait une autre. Marc, toujours aussi discret, coordonnait chaque mouvement juridique comme un maître d'échecs. Sa voix était constante lors des brefs appels téléphoniques chuchotés derrière la porte de l'entrepôt. « Les papiers sont presque prêts, dit-il. Vous verrez que la maison sera construite selon vos conditions. » Certains jours, la performance était lourde, surtout lorsque les lettres de Mélanie arrivaient, des mots fleuris, faisant semblant de se soucier des autres. Grace les a lus une fois et les a rangés dans le tiroir, sans y toucher et sans y répondre. Une carte postale contenait même une photo de Jonas assis dans son vieux fauteuil de lecture, tenant un livre qu'elle lui avait lu autrefois. Grace fixa la photo pendant un long moment. Ses doigts ont tracé le bord de la carte, puis l'ont plié délicatement et l'ont glissé dans son journal. Pas pour le pardon, pour la mémoire. Elle se sourit à elle-même un matin en époussetant doucement le rebord de la fenêtre de sa chambre. Si seulement il savait. Sur scène, les meilleures performances ne sont pas les plus bruyantes. La pluie bat doucement contre l'étroite fenêtre de la chapelle, un murmure rythmé qui fait écho au calme, qui monte dans la poitrine de Grace. Elle est assise dans le dernier banc de son fauteuil roulant, la posture droite et les mains soigneusement croisées sur ses genoux. À son poignet, le visage délicat de la vieille montre d'Edward comptait les minutes, chacune d'entre elles la rapprochant de la liberté. La pièce sentait légèrement les vieux cantiques et l'encaustique à la lavande. Elle ferma brièvement les yeux, imaginant Edward assis à côté d'elle, murmurant un poème sous sa respiration. Sa voix était toujours plus douce lorsqu'il dansait dans la littérature. Dans ce silence, elle l'entendit à nouveau. Un bruit de pas. Lydia se dirigea doucement vers le fond de la chapelle, balayant du regard ceux qui s'attardaient dans l'allée. Lorsqu'elle fut sûre que personne ne l'avait suivie, elle fit un signe de tête en direction de l'hôtel. Un homme se tenait près du lutrin, vêtu de gris, ses lunettes embuées par la chaleur soudaine qui régnait à l'intérieur. Sa mallette est discrètement posée sous le bénitier, sans éveiller les soupçons. Le notaire de Marc, Me Elders, est aussi prudent qu'efficace. Pas de bavardage, pas de regard de sympathie. Juste des documents, un stylo à plumes et un sceau de notaire, usé par des années de service silencieux. Grace prit le stylo d'une main ferme. L'encre coule comme l'eau d'une rivière. Pas de tremblement, pas d'hésitation. Une signature née de la détermination,
Une fois le travail terminé, Elders ramassa les papiers, hocha cordialement la tête et disparut aussi vite qu'il était apparu. Lydia s'agenouille à côté de Grace, sa voix est à peine audible. « C'est à toi, Grace. Le choix, le pouvoir, c'est fait. » Dehors, l'orage commençait à se calmer, son brouillard n'était plus qu'un bruit dans les fenêtres. Grace regarda les anges du vitrail au-dessus d'elle, leurs ailes déployées en plein vol. Elle ne pleura pas. Au lieu de cela, elle a murmuré « Edward, nous l'avons fait. » Elle serra la copie de l'acte signé contre sa poitrine, non pas comme une arme, mais comme la clé du sanctuaire qu'elle avait reconstruit en elle-même. Une enveloppe rigide arriva avec le courrier de fin d'après-midi, caché sous un magazine de coupons sur le sol du hall d'entrée. Mélanie la manqua de peu, marchant dessus avec ses pieds chaussés, tandis que Jonas criait quelque chose depuis le palier de l'étage. Tran était assis à la table à manger, ordinateur portable ouvert et sourcils froncés. Mel aplatit sans lever les yeux. La facture de l'hypothèque n'apparaît pas. As-tu changé tes données de connexion? Elle le salue et se penche pour prendre le courrier. Lorsqu'elle remarque le sceau gaufré sur l'enveloppe, Madison Housing Trust, son estomac se serre. Elle l'ouvrit avec son ongle manucuré. La première ligne la frappait comme de l'eau glacée. Avis de transfert de propriété et date d'expulsion demandée, 14 jours. Les doigts de Mélanie tremblent. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Elle relit, cette fois plus lentement, le nom, Grace Eleanor Pennington, le vendeur, sa mère, Tran. Sa voix s'est brisée. Il s'est approché, il lui prit la lettre, il l'a lue, une fois, 2 fois. Elle l'a vendue, murmura-t-il. Il ne peut pas avoir. Attendez, nous avions une procuration. Apparemment non, murmure Mélanie. Ou plus maintenant. Le calme de Tran s'est effondré en quelques secondes. C'est une fraude. Quelqu'un vous a escroqué. C'est pas légal. Il fait les 100 pas. Nous avons des investissements captifs. Notre ligne de crédit était basée sur nos propres fonds. Je viens de demander un permis de rénovation. Bon sang, vous avez aussi annulé les services publics. Mélanie regarde le salon de sa mère, et s'en rend compte pour la première fois. Le fauteuil à fleurs trônait près de la fenêtre, intact. Elle avait eu l'intention de le retapisser, mais ne l'avait jamais fait. « Comment a-t-elle fait tout cela ?» murmura-t-elle. Puis, fureur croissante. Il l'a planifié. Il nous a piégés. Jonas descendit les escaliers, jetant un regard méfiant. « Qu'est-ce qui se passe ?» Mélanie plia la lettre et la remit dans l'enveloppe sans répondre. Le défi silencieux de Grace résonna comme une cloche à l'envers. Silencieux, mais profondément ressenti. Pour la première fois, Mélanie a vu sa mère non pas fragile, mais formidable. La lumière du soleil de l'après-midi filtrait à travers les hautes fenêtres de la salle de lecture de la communauté, capturant les grains de poussière qui dansaient comme des fantômes dans l'air ambré. Grace s'assit près de la fenêtre, une tasse de thé chaude à la main, tandis que la dernière ligne d'Oliver Twist était avalée par le silence. Les enfants s'étaient dépêchés de sortir. Lydia avait souri et fait un signe de la main. C'est alors que Grace a remarqué l'enveloppe qui attendait sur la table. Papier ivoire, écriture familière, la main de sa fille. Elle l'ouvrit d'un geste ferme. « Je ne te comprends pas, mais être qu'un jour je te comprendrai. » Pas d'excuses, pas de regrets, juste cette phrase, comme si la compréhension pouvait effacer la trahison de l'abandon de sa vie déchirée dans son dos et vendue par des gens qui l'appelaient protection. Grace a fixé les mots. Ils étaient vides. Mais le vide ne lui faisait pas aussi mal qu'avant. Mélanie ne comprendrait jamais. Ni l'odeur des cravates d'Edward dans l'armoire de l'étage, ni les dimanches matins passés avec des scones au citron et du jazz tranquille, ni la signification d'une femme qui reste douce dans un monde qui exige son armure. Le monde de Mélanie avait été construit sur la vitesse, l'amour de la marque et l'attention portée à l'emballage. Grace avait élevé une fille qui ne pouvait pas comprendre la différence entre la sécurité et la propriété. C'est peu être là sa plus grande souffrance. Elle plia la lettre une fois, la glissa dans un livre de poèmes de Dickinson et la plaça sur la petite étagère à côté de sa chaise. Non pas pour oublier, mais pour laisser les mots reposer à leur place, entourés de voix qui n'essayaient pas de la faire taire ou de l'égarer. Un vent s'est levé à l'extérieur, les feuilles se sont tournées vers le haut dans la tente. Grace ne se demandait plus si sa fille allait appeler. Aucune réponse ne pouvait réparer ce qui avait été silencieusement défait. Pourtant, elle est restée debout. Elle marchait sans canne.
La lumière du matin filtrait à travers les rideaux voilés dans un silence lent, peignant des rubans ambrés sur les murs du modeste appartement. Grace se tenait au centre de son nouvel espace de vie, dépouillé, silencieux, peu spectaculaire, mais glorieux dans sa liberté. Une théière bleu pâle fumait doucement sur la cuisinière. Le rituel du thé, silencieux et précis, est un ami familier. Elle se déplaçait lentement, savourant chaque mouvement, personne ne la regardait. Personne pour décider. Le silence, au lieu d'être vide, était comme un souffle qui revenait dans des poumons longtemps privés d'air. L'appartement était petit, une seule chambre donnant sur un jardin commun, un fauteuil usé près de la fenêtre, et 2 bibliothèques déjà à moitié remplies des histoires qu'elle s'était efforcée de vivre. Une couverture en crochet à fleurs, la sienne, était posée sur l'accoudoir du fauteuil, comme un héritage retrouvé. Sur la table se trouvaient les papiers S de l'acte, avec son nom fermement estampillé en haut, rien que son nom. On frappa à la porte, doux, respectueux. Lydia était dehors, tenant un vase de violettes, sa robe froissée, ses yeux remplis d'une sorte de joie. « J'ai vu ces fleurs et j'ai pensé à tes hortensias », dit-elle en les plaçant près de la fenêtre. « Elles sont parfaites », murmura Grace. Ensemble, elles s'assirent dans un silence chaleureux, 2 femmes qui avaient choisi la rébellion tranquille. Plus tard, Grace s'est rendue au centre communautaire voisin. Les enfants attendaient dans la salle de lecture, comme des racines prêtes à pousser. Elle ouvrit un exemplaire usé de The Secret Garden et commença. Sa voix, calme, mais assurée, porte dans la pièce. Ici, elle a compté. Ici, elle revendique les chapitres qui lui ont été enlevés par des gens qui la trouvaient inconfortable. Derrière elle, sur le mur, brillait une nouvelle enseigne en laiton, Pennington Hall, pour ceux qui parlent quand le monde dit de se taire. Grace sourit. Dans cette salle, personne ne la croirait plus invisible. Le centre communautaire avait été un gymnase oublié, mal éclairé et sentant le renfermer. Aujourd'hui, il est animé d'une énergie silencieuse. Un demi-cercle de chaises pliantes forme un croissant ordonné autour d'une petite table empilée de livres. Sur le mur du fond, fraîchement peint d'une douce couleur ocre, une simple plaque est accrochée. La salle Pennington, pour ceux qui parlent quand le monde dit de se taire. Grace ajuste son châle et regarde les visages familiers qui attendent, des enfants avec des livres à la main, quelques personnes âgées du centre avec des cheveux gris et des yeux attentifs. À ses côtés, un petit chariot contenait la sélection du jour, des contes de fées classiques et un ancien volume de Whitman. Lydia est entrée discrètement, se tenant près du porte-manteau, avec son habituel sourire attentif. Grace croisa son regard et les 2 femmes échangèrent un léger signe de tête en guise de salut. Elle s'assit sur la chaise du milieu tandis que la pièce devenait silencieuse. Aujourd'hui commença Grâce. D'une voix chaude et posée, nous lisons non seulement pour nous souvenir, mais aussi pour choisir qui nous deviendrons. Jonas est entré à ce moment-là, en retard, mais déterminé. Il s'est glissé dans un siège, près de l'entrée, sans faire de bruit, mais Grace l'a vu. Il ne laissa pas sa voix prendre le dessus, bien que son cœur se soit gonflé. Il avait la même curiosité qu'elle avait lue des années auparavant, avant la trahison. Lorsqu'il ouvrit le livre et commença à lire, d'une voix claire et pleine, quelque chose d'invisible se recousit. Pas complètement, pas pour toujours, mais suffisamment pour redonner du sens à une pièce. Ce jour-là, il n'y avait pas de bataille à gagner, pas de pardon à demander ou à accorder, mais il y avait un cercle. Et à l'intérieur de ce cercle, dessiné par l'histoire, le silence et une connexion non forcée, Rack, Pennington vivait à nouveau. Non pas comme quelque chose de pris, de jeté ou d'oublié, mais comme l'histoire elle-même, qui, par le simple fait d'être racontée, avait le pouvoir de perdurer. Grace était assise à une petite table en bois dans son nouvel appartement, une bouilloire en cuivre ébréché fumant à côté d'elle, le parfum du jasmin et de la mélisse se mêlant à la pâle lumière du matin. Le silence n'est plus vide, il est propre, sacré. Ses journées sont désormais rythmées, thé matinal, promenade dans la cour, séance de lecture dans la salle communale. Il y avait enfin de la place pour que son souffle se déploie à nouveau. L'enveloppe est arrivée pliée en 2, glissée sous la porte, sans même frapper. Grace reconnut immédiatement l'écriture, toujours précise, essayant trop fort de paraître sans effort. Elle l'ouvrit lentement, pas et salutations, pas et date, et juste,
Je ne vous comprends pas. Peu, être qu'un jour je le ferai. C'est tout. Grace fixa la note. Les mots s'embrouillaient comme des enfants gênés qui refusaient de croiser son regard. Pas de regret, pas d'aveu, pas de réconciliation. Pourtant, son honnêteté, tranchante, était presque plus percutante. Je ne te comprends pas. Un aveu lointain. Peu. Est-ce qu'un jour je comprendrai. Un fil de quelque chose, pas le pardon, pas encore. Mais peu, être l'espace pour le faire. Il plia la lettre une fois, délicatement, et la rangea dans un exemplaire usé de persuasion sur son étagère. Ce n'était pas pour l'oublier. Juste pour lui donner un foyer approprié, entre des pages de résilience tranquille. Plus tard dans la journée, alors qu'elle faisait la lecture à haute voix aux enfants blottis sur les coussins de sol en face d'elle, une petite fille leva la main. « Mademoiselle Grace, pourquoi souriez-vous toujours quand vous lisez ?» Elle marque une pause. « Parce que les mots sont toujours vivants, dit-elle, même quand les gens ont oublié comment les dire. » Et elle poursuivit sa lecture avec la voix chaude et régulière et la grâce inébranlable d'une femme qui avait non seulement survécu à la trahison, mais qui s'était reposée en paix. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers les hautes fenêtres de la bibliothèque du centre communautaire, capturant les taches de poussière qui dansaient comme de la vieille magie. Des rangées de chaises pliantes entouraient Grace alors qu'elle prenait place dans son habituel fauteuil vert, rembourré, la reliure de son livre usé par l'usage. Les enfants s'agitent à côté des aînés et un doux murmure d'impatience emplit la pièce. Lydia fit un signe de la main depuis un coin, apportant une théière de thé frais. Grace acquiesça, reconnaissante. Les manches de son gilet étaient soigneusement pliées, ses lunettes polies, ses cheveux épinglés à la perfection. C'était pas par vanité, mais pour quelque chose d'autre, de sacré, un rituel, une présence. « Bonjour, mes chéris », salue-t-il, d'une voix égale et calme. Aujourd'hui, nous allons lire quelque chose de spécial, l'histoire d'un renard courageux qui retrouve le chemin de sa maison après une tempête. Les enfants applaudissent, les femmes plus âgées sourient doucement, une petite fille avec des nattes se pencha en avant, les yeux écarquillés. Au fur et à mesure qu'elle lisait, Grace laissait sa voix danser et s'abaisser, remplissant les silences de tendresse. L'histoire, simple en apparence, brillait d'un écho plus profond. Des tempêtes surmontées, de ruse et de courage, de maisons perdues, mais de dignité jamais abandonnée. Au bout de cette page, elle entendit un léger coup frapper à la porte vitrée. Lydia s'est approchée, a entrouvert la porte et lui a tendu quelque chose. « Une petite enveloppe ?» Grace marqua une pause, puis poursuivit sa lecture. Les enfants terminaient la dernière ligne du renard. Elle ne s'est pas retournée, mais la forêt s'est souvenue d'elle. Plus tard, lorsque l'histoire s'est terminée et que la salle a commencé à se dissoudre dans les bavardages, Grace s'est écartée et a ouvert l'enveloppe. L'écriture de Mélanie, une écriture vive, pratique. Tout ce qu'elle disait, c'était « je ne te comprends pas, mais peut être qu'un jour je te comprendrai ». Grace a fixé les mots. Aucune larme n'a coulé. Pas de triomphe. Seulement un calme profond qui s'est ancré dans ses côtes. Elle replaça la lettre dans la couverture de son livre. Puis, de nouveau debout devant son cercle, elle sourit. « Voici, dit-il légèrement, comment nous avons gagné. »